à Bargny, tout le monde nous connaît sur le combat qu'on a mené contre la centrale à charbon, que ce soit au Sénégal, en Afrique et un peu dans le monde. Mais l'intérêt cette fois-ci, c'est l'accompagnement de la Fondation Rosa Luxembourg qui nous a permis d'élargir un peu notre champ d'action sur le département. Nous savons que Bargny fait partie des zones les plus vulnérables face au changement climatique. Et quand on parle de Bargny, c'est Rufisque, Thiawlène, jusqu'à Diokoul. Donc on s'est regroupé à Rufisque avec les autorités de religieuses, coutumières, administratives, pour discuter de l'impact du réchauffement climatique sur les communautés. On a visité aussi la digue de protection de Thiawlène. Parce qu'à Bargny, quand on parle des problèmes de Bargny, tout le monde pense à la centrale. Alors que Bargny, comme j'ai dit tout à l'heure, fait partie des 4 zones les plus vulnérables, d'après le plan d'action national d'adaptation face au changement climatique. Mais comment l'État du Sénégal peut classer Bargny parmi les zones les plus vulnérables? Et il n'y a aucune solution d'adaptation. Bargny n'a jamais bénéficié d'aucun programme. Il n'y a jamais eu de plan de relogement. Alors que cette année-ci, les experts de la GIEC, mais on dit qu'actuellement la montée des eaux est irréversible. Donc il y a des gens qui ne peuvent plus s'adapter. Donc je parle sous le contrôle de Mamande Yassine. Elle a eu à faire des trous dans sa chambre pour que si l'eau entre dans la maison, qu'il puisse ressortir de l'autre côté. Et elle vit ça au jour le jour. Quand on parle de COP, elle a l'espoir. Elle pense que, voilà, en revenant de la COP, ils vont vraiment nous amener des solutions. Sinon, la centrale à charbon, c'est en 2008 qu'ils ont commencé les études d'impact environnemental et social. Quand on parle d'études d'impact environnemental et social, il y a les audiences publiques. Lors des audiences, toute la population avait rejeté le projet. L'État s'est entêté. Il a coûte que coûte voulu continuer son projet. Les gens sont alertés, ils ont parlé, ils ont refusé de nous écouter. La bataille a été engagée. On a su vraiment fédérer toutes les forces. Nous espérons que effectivement, ça va donner des fruits parce que avec le partage d'expérience, on serait encore plus fort. J'ai eu à présenter quand même sur les enjeux de la COP, les changements climatiques. Donc c'était assez important, c'était dans le cadre mondial, mais aussi dans le cadre du Sénégal, pour voir vraiment quels sont les enjeux. Et aussi au niveau de la COP, réellement, qu'est-ce qu'il faut pour qu'enfin, qu'on puisse avoir des solutions, parce qu'il n'y a pas de solution. On nous parle de 26 ans, ce n'est pas 26 ans, c'est 26 COP. C'est la COP 1 jusqu'à la COP 26. Et il y a des années où il n'y avait pas de COP. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, l'Afrique tout entière contribue qu'à 4% en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Donc les 96%, c'est les pays européens. Et les projets européens aussi se sont développés avec les énergies fossiles. Et aujourd'hui, on nous demande d'arrêter les énergies fossiles. Parce que la communauté scientifique est d'accord que maintenant, il nous faut aller vers le zéro CO2 pour avoir une solution pour au moins sauver le monde. Si on prend par exemple Bargny-Rufisque, on a plus de l'incursion de la mer de plus de 100 mètres. Si aujourd'hui la communauté scientifique est d'accord sur le fait que maintenant ce n'est plus 2100, on va vers 2030. Là, il y a catastrophe. Il faut remarquer que la Terre continue à se chauffer et que les émissions continuent à monter. C'est-à-dire que c'est contradictoire par rapport aux 154 pays qui avaient pris l'engagement de Paris pour signer dans les contributions déterminées du niveau national pour dire qu'ils vont réduire leurs émissions. Ce n'est ni les États-Unis, ce n'est ni l'Europe, c'est les États-Unis et la Chine qui sont les principaux émetteurs de gaz à effet de serre. Les banques, ils ont financé des projets, mais ils ont des systèmes de sauvegarde environnementale. C'est-à-dire qu'ils ont des mécanismes indépendants d'inspection. C'est-à-dire, si par exemple la banque fait un investissement, les populations ont le droit de dire non, et ont le droit de dire telle chose n'est pas normale, il faut le rectifier, ou bien telle chose, il ne faut pas le faire. Aujourd'hui, on parle de COP. La COP, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les délégations, c'est toujours des politiciens, peut-être des gens de l'administration, qui n'ont même pas connaissance des réalités. Ce que vous savez, ils ne le savent pas. Et là, nous, on a demandé que la société civile soit impliquée dans les délégations.
cette COP-là, c'est une COP où l'on devait vraiment amener les vrais gens de la société civile qui vont taper sur la table pour leur dire que vous ne respectez pas vos engagements. Donc voilà, c'est une catastrophe naturelle. Mais malheureusement, c'est les pays africains qui vont en subir les grandes conséquences. Et en même temps, il faut savoir que maintenant, dans ces impactés, 70%, c'est les femmes. Dans le delta, ici, comme je vous l'ai expliqué ce matin, vous avez vu déjà le cadre géographique historique du delta, les carrières d'amas-coquillers. Les amas-coquillers, c'est des coquillages qui ont été mangés depuis des millénaires. Et c'est grâce à ces amas-coquillers-là que le delta du Saloum aussi a été classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Parce que ces amas-coquillers-là représentent l'œuvre humaine sur un terroir bien déterminé. Mais quand tu vois qu'on te dit une monticule de coquillages peut faire jusqu'à 20 mètres de hauteur, 400 mètres de long, ça veut dire que ce n'est pas une œuvre simple. Sans compter aussi son aspect écologique. Parce que là où il y a les amas coquillers, il y a forcément des baobabs, il y a forcément des forêts qui se bâtissent dessus. Donc, il a une importance au niveau écologique. On s'est dit maintenant, on va organiser des COP locales. Et dans ces COP locales-là, on va prendre des engagements, comme ça se fait à Glasgow aujourd'hui, comme ça se faisait avant ailleurs. Mais il y a l'aspect, un enfant, un arbre, un papa, 5 arbres, une maman, 5 arbres, au moins par an. Ça, je retiens très bien cet engagement-là. Imagine les îles. Actuellement, je me rappelle lorsque j'étais gamine, déjà en novembre, on sentait la fraîcheur de sorte qu'à 4 heures, tu ne pouvais plus sortir dehors. Parce qu'il y avait beaucoup de vent, il faisait très froid. Mais il fait plus chaud actuellement. Mboro a les ICS à côté, Tobenfao à côté, et récemment le parc éolien. Et c'est une zone où il n'y a absolument rien. Donc il fallait que les populations qui sont impactées par l'activité minière puissent quand même sentir leur utilité et pour que la cohabitation soit quand même harmonisée. On avait compris que Mboro, c'était certainement, elle est encore restée certainement la commune la moins vaste du Sénégal. Et à côté, nous cohabitons avec la commune la plus vaste. Mboro, c'est 3 km². Pour une population qui fait plus de 50 000 habitants. Donc vous voyez donc la densité que nous avons à Mboro. C'est une densité qui fait presque plus de 14 000 habitants par km². Et là, nous avons compris que donc, on ne peut plus être confiné dans cet espace-là. Et sur la question également environnementale, il y avait beaucoup d'agressions que nous subissions au niveau des ICS et que personne n'était là pour lutter contre. Et là, la plateforme a été mise en place dans ces conditions-là et nous avons pris tout ça en compte dans le cadre de nos activités. Mais nous avons été particulièrement beaucoup plus appréciés sur le plan de la lutte que nous avons engagée sur la gouvernance minière. Et en 2000, je pense bien, on est entré en contact avec Rosa Luxembourg qui a financé une de nos activités, c'était sur les impacts environnementaux des ICS. Parce que l'idée, c'était effectivement le climate school qu'on était en train de vouloir mettre en place. Il fallait que les élèves en amont puissent être représentés dans cette session-là. C'est ce que nous avons fait. Et ils étaient vraiment présents et très actifs aussi. Mes amis, Aberema. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aberema. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atama. Maintenant, par rapport nous, à notre activité du 1er novembre, la COP 26, nous avons opté pour une mobilisation sociale. Mais on avait comme cible les jeunes. Et nous avons travaillé avec le collège de Keur Barka, qui est dans Saint-Louis département, plus précisément dans la commune de Ndiébène-Gandiol. Nous sommes rendus peut-être au collège, bien vrai qu'on travaille avec ces jeunes, peut-être pour impliquer davantage l'équipe pédagogique, pour échanger un peu avec eux sur la thématique changement climatique, COP26 également, pourquoi l'importance d'impliquer les jeunes. Qu'est-ce qu'on a fait avec les jeunes? Chaque personne ressource a fait un exposé donc, sur les changements climatiques. Par exemple, ils ont parlé un peu de l'avancée de la mer, parce que là-bas, les enfants, ils savent réellement qu'il y a des déplacés. Par exemple, le village de Dounbabodje, ce sont des déplacés. Et il y a des enfants qui sont de Dounbabodje, qui ont été relogés à Keur Barka ou bien à Djelembam. Mais soit ils sont nés à Keur Barka, mais ils entendent seulement parler à Ñun Suñu Keur. Bon, notre village, c'était Dounbabodje. Hein? En tout cas, ndox bi nangu nako, point. Mais juste pour dire, leur donner la parole, pour s'exprimer sur les impacts des changements climatiques, donc sur leur vécu d'une manière générale. Parce que l'objectif derrière tout ça,
Le résultat attendu après, c'est la mise en place des clubs éco-citoyens pour continuer à travailler avec les jeunes sur les changements climatiques. Au sortir de l'intervention de M. Fadel, moi je voulais qu'on puisse revoir les formes de lutte. Depuis ce matin, j'ai pu déduire que, géomorphologiquement parlant, je ne suis pas géographe comme mon ami, il y a 3 sites en parlant de la côte sénégalaise, de Saint-Louis à Ziguinchor. Il y a Delta, il y a Bargny et Rufisque, mais il y a aussi Saint-Louis, il y a Ziguinchor que je peux rattacher avec le Delta. Pourquoi? Parce qu'on dit que la mer est genrée, c'est-à-dire qu'il y a sexe masculin et sexe féminin. Qu'à partir de Saint-Louis, Saint-Louis a une mer masculine. À partir de Mbour-Joal, c'est-à-dire la Delta de Saloum, l'océan est féminine. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé à Saint-Louis ne s'est pas passé dans le Delta, ni à Bargny et tout ça. Et Saint-Louis est directement en face de l'océan. Au niveau de Saint-Louis, quand l'eau a pris un volume beaucoup plus important et s'est déversée vers le continent, il y a eu ce qu'on appelle la main de l'homme. Quand on a ouvert ça, l'eau s'est déversée avec beaucoup de force. Nous qui sommes population de Gagnol, population de Saint-Louis, en allant vers l'embouchure, on a senti l'impact au niveau des concessions, au niveau des activités et au niveau du vécu même. Il faut aussi que nous, acteurs qui veulent vraiment continuer à rehausser, à redorer le blason vraiment de la nature, qu'on puisse éveiller les populations, surtout les jeunes, à intervenir dans la nature. Je disais que la mangrove le plus septentrional d'Afrique de l'Ouest se trouve dans la région de Saint-Louis. Si tu dépasses la région de Saint-Louis, tu ne verras pas de mangrove. Et on a vu qu'aussi, on a un taux de déperdition de 2 à 3 hectares de mangrove par an. Tout le monde sait très bien qu'aussi la mangrove, c'est l'espèce qui séquestre beaucoup plus de la carbone. Parce que c'est l'espèce qui garde ses feuilles pendant toute l'année verte. Même si l'eau est salée, plus de 8 grammes de sel par litre, la mangrove prend ça, surtout l'Avicennia, il prend ça, il le transforme par évaporation par ses feuilles, les autres, le rhizophora, par ses racines. C'est une forme d'adaptation. L'Atlantique, c'est une couloir migratrice, que ce soit les cétacés, que ce soit aussi les oiseaux. Si on voit qu'à l'heure actuelle, Saint-Louis sera bientôt avoir les premières exploitations du gaz en 2024, et de l'Atlantique, qui est une couloir migratrice pour les tortues marines, pour les baleines, pour les dauphins et tout ça. La langue de Barbarie, c'est une zone propice pour la remontée de ces espèces de tortues marines, qui est un banc de sable qui se situe sur une centaine de kilomètres depuis la Mauritanie jusqu'au niveau du Sénégal. Là où il se termine, c'est là où le fleuve et la mer se rencontrent, qu'on appelle embouchure ou bien l'estuaire du fleuve Sénégal. Si je suis comme population riveraine dans la zone du Gagnol, je peux dire que 90% c'est des choses négatives. Parce que lorsque la brèche a été mise en place, le village de Doune Baboudiaye, qui existait 5 siècles, a disparu complètement. Toutes les terres cultivables que les populations faisaient de culture de cru et de décrue, ils ne peuvent plus le faire parce qu'il n'y a plus de remontée d'eau douce dans cette partie. Le seul avantage que les populations y gagnent sur l'ouverture de la brèche, c'est qu'en 2008, il y a l'apparition des huîtres et des arches. Que les femmes commencent à s'activer toute l'année. Ça, c'est des avantages que la brèche a amenés. En plus aussi, dans le passé, les pêcheurs faisaient 30 km pour joindre la mer. À l'heure actuelle, à 2 km, les populations de Gagnol puissent prendre la brèche pour aller en mer. Ça, c'est des avantages uniquement concernant la population. Maintenant, étant une personne qui travaille dans l'environnement et tout ça, là, les lagunes de Lomar et de Douti, c'est des lagunes qui recevaient de l'eau que pendant l'hivernage. Après l'hivernage, c'est des lagunes qui tarissaient. Maintenant, avec l'influence de cette brèche, ces lagunes se remplissent à chaque fois avec le phénomène de l'influence des marées, qu'on appelle des zones de marnage, qui se remplissent en haute marée et en marée basse. Les oiseaux viennent fréquenter ces zones-là comme zone de gagnant. Ça nous a permis d'étendre notre zone d'intervention sur le suivi écologique qu'on mène chaque 15 du mois. Moi, je suis certes de San Pedro, je suis sociologue de formation, mais
je n'étais pas engagé dans la lutte, en tout cas pour l'environnement. C'est vrai, par le passé, on nous avait encouragé, la GIZ, on avait mis sur pied une association, en tout cas pour l'environnement, pour le développement durable, mais j'étais plus engagé dans la politique. Lorsque le projet de centrale est venu à San Pedro, où l'État a décidé de construire une centrale à charbon, bon, nous autres, les gens nous demandaient plus. Ils sont arrivés parce que moi je travaillais avec l'ancien maire. C'est un jour, un député de notre zone qui m'a appelé, qui m'a dit, mais tiens, toi, sur les réseaux sociaux, en tout cas, tu as beaucoup suivi. Quand tu postes, tout le monde te suit et tu réussis à mobiliser les jeunes. Il dit, bon, utilise ça, va écouter, il y a des jeunes étudiants qui viennent, hein, il y a une organisation qui vient. Va les écouter et peut-être que ça va t'intéresser. Moi, je suis député, mais tu connais la Côte d'Ivoire. Je ne peux pas m'engager contre ça, mais ce n'est pas un bon projet. Donc, vas-y. Si tu es convaincu, après, nous allons parler. Je me suis engagé, mais franchement, ce qui m'a aidé, JVE nous a fait venir à Abidjan. En réalité, l'État ne fait rien pour nous aider. Aujourd'hui encore, vous voyez, on se retrouve ici. Avec tout ce qui se dit là, ça ne fait que nous autres nous conforter dans notre position. Quand vous nous invitez, quand vous nous parlez, et puis on s'en va comme ça, quand on explique avec les photos à l'appui, en tout cas, ça permet à nos vieillards, hein, aux jeunes aussi, de se mettre dans la lutte. Ces rencontres en tant qu'Africains nous permettent de voir que nous avons les mêmes problèmes. Mais nous nous battons seuls. Nous n'arrivons pas à trouver des solutions. Je suis heureux que la Côte d'Ivoire soit représentée et que nous ayons été choisis. On continue d'apprendre du combat de Bargny. Je le disais tout à l'heure, la centrale à charbon de Bargny, 2 points, échec et mat. Échec et mat parce que quel que soit Alpha, ils vont échouer. Mais en même temps, ça contient tellement de leçons politiques, sociales, économiques et de stratégies de lutte que ça peut être appliqué même à la lutte contre les changements climatiques. Nous avons un pays où peut-être l'organisation ou la vie associative n'est pas au même niveau que le Sénégal. Autant on dit la Côte d'Ivoire est la capitale économique de l'Afrique de l'Ouest, on dit chez nous le Sénégal est la capitale de la prise de conscience collective. Ça, c'est une réalité. Pendant les lancements de la COP 26 qui a eu lieu en Côte d'Ivoire, il y avait les représentants de la BAD. Et donc, il y a un Sénégalais qui est dedans, qui s'occupe des affaires climatiques. Et ne sachant pas ce que je savais, ce qui s'est passé à Bargny, il a donné l'information que la BAD n'accompagnait pas les projets à caractère polluant. Et donc, lors de mon panel devant les ministres, je lui ai rappelé Bargny. Et même aller plus loin en disant, je connaissais Sendou. Mais ça a changé les choses dans la salle. Ça a changé les choses dans la salle jusqu'à ce que le monsieur eût dit que c'est vrai, je ne peux pas prendre l'engagement là, je suis directeur, mais je ne peux pas dire qu'on sort de financement des énergies sales. Vous savez, quand les chefs, comme notre chef là, est engagé dans la lutte, elle est gagnée. Mais quand un chef est contre les intérêts de la communauté, la lutte devient 2 fois difficile. Et donc, notre engagement pour les changements climatiques ou contre les changements climatiques doit commencer d'abord par la prise de conscience collective. Donc, il faut réfléchir à la COP, comme ces COP-là, pour qu'on ait des solutions endogènes. Le lundi 1er mai, à l'instar de toutes les régions du Sénégal qui ont fait une manifestation de COP locale, la région de Ziguinchor également, au niveau du village d'Adéane, a tenu son COP local. Un COP local manifesté sous forme d'un sitting. Un sitting pour montrer combien les effets néfastes du changement climatique ont pesé et continuent de peser sur nos épaules. C'est pour cela qu'on a lancé un appel fort à l'endroit des décideurs, les décideurs de ce pays et également des décideurs au niveau mondial qui, au niveau de Glasgow, se sont retrouvés cette année-ci pour la 26e fois, après plusieurs COP, pour échanger sur les voies et moyens d'atténuer les effets néfastes du changement climatique. Nous avons tenu ces activités pour leur montrer que ce qu'ils font dans les 4 murs au niveau international
ne reflètent pas souvent ce que veut la population locale, les véritables victimes de ces changements climatiques. Au niveau de Ziguinchor, la région de Ziguinchor, vous allez dans les îles Nyomoun, Djogé, Karabane, toutes ces îles sont menacées de disparition. Djembereng et tant d'autres îles. Vous regardez l'écosystème de la mangrove, il est complètement déstructuré. Nos rizières sont salées. Nous réclamons justice par rapport à toutes ces conséquences qu'ils ont créées sur nos vies, à toutes ces menaces, toutes ces hypothèques qu'ils ont posées sur nos vies, pour leur dire de venir nous accompagner dans la résilience, non seulement des populations, mais des terres également. dëkk bi ñu embarqué mooy Jifeer dëkku séeréer la boo xamante ne dafa am ay autochtones yu fi ne pratiquement toutes les races du Sénégal existaient là-bas. napp traditionnelle la ñuy def fii nii jusqu'en 2012 Jifeer faisait chiffre d'affaires ci Sénégal au minimum 6 à 7 milliards. On faisait des débarquements jusqu'à 20 000 wala 30 000 tonnes par an. Parc piroguier bi c'est 836 pirogues recensés et déclarés. li ñuy dox nii ak li ñuy wax nii ñun ñii nga xamante ne la certes mu ngi ñuy impacté ñun ñuy dëkk ci riverain bi mais mu ngi impacté ñeneen ñi nekk fee parce que tey kii nekk fee waroon jënd téeméer dina ko jëndee 1000 francs donc kon mu ngi impacté ci poosam. Jifeer amuñu woon pratiquement xamuñu woon mbéy napp kese la ñu xam. Sambou dafa waxoon ne fii duñ fa mos a def état du fa mos a def investissement parce que géej gi da koy jël liste rouge lañ ko yóbbu mais yàlla dimbali nañu. Avec l'avènement de l'autre là, Jean-Maxime Simon Ndiaye, moo fexe ba tali bi yegg si fii bi mu nekkee ministre conseil du président. Cette île-là, qu'on appelle Jimsan, c'est une île traditionnelle qui était le grenier du Saloum. Jusqu'à ce que le raz de marée là, de 87 coupe Jifeer et Sangomar, les populations des îles se nourrissaient ici. Ils venaient pendant la saison des pluies s'installer ici dans toute cette grande île-là. C'est une grande île aussi grande que l'île de Sangomar qui pouvait nourrir au moins 10 à 20 îles. Mais là, actuellement, ce n'est plus possible. Sangomar est une île stratégique. C'est l'île qui protège les îles du Saloum contre l'avancée de l'Atlantique. Si jamais elle se dégrade, ça veut dire que les îles vont disparaître. Donc protéger Sangomar, c'est protéger les 19 îles habitées du delta du Saloum, mais il y a 200 îles dans le delta du Saloum. Et toutes ces 200 îles-là, celles qui ne sont pas habitées, sont occupées par la biodiversité animale et végétale. Alors si elles disparaissent, cette biodiversité-là, animale et végétale, qui appartiennent vraiment au patrimoine mondial, on va la perdre. Et ce n'est pas seulement le Sénégal qui va perdre, mais c'est le monde entier qui va perdre. Depuis 50 ans, nous vivons ce sort.
on n'a pas de moyens trouvés pour s'adapter. Si on a des moyens, ce n'est que des sacs de sable. La mer avale tout à son passage. Elle ne vend pas de solution adéquate pour s'adapter. Donc ce que nous voulons, des solutions pratiques, mais pas plutôt théorie. Nous ne voulons pas de ces solutions. Nos enfants rallient l'Europe à cause des manques de moyens et la mer n'a plus de poissons. Pour eux, c'est un mal de voir leur maman leur donner de quoi nourrir l'éducation de leurs enfants. Pour eux, c'est un mal. Beaucoup d'entre eux sont noyés dans les eaux. Nous disons aussi aux États de nous venir en aide par des brise-lames, des digues de protection. C'est la COP26 par d'adaptation. C'est notre COP. C'est notre COP de nous venir en aide et d'avoir des solutions à nos problèmes. Et on dit qu'il y a des justices climatiques, des fonds d'adaptation. Je demande à qui on donne ces fonds. Parce que nous qui subissons ce sort depuis des années, nous n'avons pas bénéficié de ces sorts ni de ces fonds. Donc je demande ce que je demande aux États et aux bailleurs qui ont une dette envers les pays pauvres. Je demande à qui on donne ces fonds. Alors ici à Bargny, hier on était dans le delta du Saloum. Là-bas au moins, la protection s'est faite par les mangroves. On a remarqué que les mangroves ont aidé un peu à la protection des populations contre l'avancée de la mer. Mais ici à Bargny, il n'y a pas du tout de protection, il n'y a pas du tout de barrière entre les populations et les attaques de l'hydrodynamisme. Ce qu'on demande à l'État du Sénégal, c'est au moins d'appliquer quand même des solutions rapides dans les ODD, des objectifs de développement durable. Le droit à un logement est un droit qu'on doit donner à toute population. Et les inégalités aussi doivent être réglées. On continue de subir ça, on continue de subir les chocs des changements climatiques, alors qu'on est les moins polluants au monde. La justice climatique, il est temps que ça s'applique au Sénégal. On entend parler de fonds verts, on entend parler de fonds climatiques, mais on n'en bénéficie jamais de la vie. En tout cas, on interpelle l'État du Sénégal, on l'interpelle encore une fois afin qu'il vienne en aide aux populations vraiment qui sont des détresses et du climat. Donc nous sommes devant la centrale à charbon de Bargny qui n'a pas respecté les normes environnementales et sociales parce qu'une centrale à charbon ne doit pas être près des populations, ne doit pas être près d'un cours d'eau, ne doit pas être près de postes de santé, d'école. Et tout ça tourne autour de la centrale à charbon. Donc avec l'avancée de la mer, nos parents bargnois avaient donné des terres qu'on a lotissées à hauteur de 1433 parcelles qui devaient recevoir les victimes de l'érosion côtière. L'État a pris ces terres-là, l'a vendu à la Sénélec et la Sénélec a vendu 29 hectares à la centrale à charbon. Les victimes de l'érosion côtière ont perdu leur espoir d'avoir des terres où se reloger et aussi les femmes transformatrices risquent de ne plus pouvoir exercer leur métier de transformation. Avec la coalition Aar Sa Momeel, nous, en tant que population, on est en train de faire notre COP à notre manière. Par exemple, expliquer à la face du monde que les communautés sont fatiguées et les fonds qu'ils ont, ils restent aux États. Et ces fonds devaient être alloués aux victimes de l'érosion côtière, aux victimes du changement climatique. L'État doit accompagner les populations à s'adapter contre l'avancée de la mer. Laisser les centrales à charbon. Le soleil, on a 365 jours sur 365 jours. Il y a les éoliennes. Aussi, il y a d'autres manières d'avoir de l'électricité sans exploiter les énergies fossiles.